Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin à la restitution de notre baromètre. La RSE est-elle un driver de la transformation des entreprises? Juste avant de commencer, si vous souhaitez poser des questions durant la présentation, vous pouvez les faire directement via votre téléphone sur Slido, donc sli.do, via votre navigateur. Et en rentrant en tapant le code Ecodev, vous pouvez rejoindre cette session et pouvoir nous poser des questions en direct auxquelles on répondra juste à la fin, après le temps de présentation. Merci à nos intervenantes aussi. Donc Charlotte qui est consultante chez Ecodev, Caroline qui est consultante chez notre partenaire historique et notamment sur ce baromètre des enjeux et des hommes. Donc pour ceux qui avaient déjà suivi les éditions précédentes et qui sont fidèles à ce baromètre, donc nous sommes à la 4e édition. La première a eu lieu en 2015. L'idée, c'est qu'on a essayé de garder la philosophie historique du baromètre. Et puis, comme le monde évolue, on a aussi fait évoluer ce baromètre au fil de l'eau pour pouvoir tirer le fil encore plus loin. Dans la philosophie, l'idée était de montrer dans quelle mesure la RSE progresse dans les entreprises, essayer de comprendre de quelle manière les salariés d'entreprise sont impliqués dans la démarche, et également de donner des clés de lecture, notamment aux responsables RSE ou aux personnes en charge du sujet dans les entreprises, pour pouvoir aider à faire avancer le sujet en interne. Il y en a deux. Enfin, c'est de la logique. Un, deux, ouais. Ceux d'entre vous qui sont peut-être au fond, qui ont du mal à lire, rapprochez-vous peut-être, parce qu'il y a des places là, donc n'hésitez pas à vous rapprocher avant que ça démarre. Et je vois certains d'entre vous qui prennent des photos. Vous allez, comme d'habitude, à chaque édition du baromètre, avoir tous les slides. Donc voilà, donc si vous voulez prendre la photo, allez-y. Mais vous allez avoir tout le support dans son intégralité. Merci. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Thomas. Est-ce qu'on est filmé aujourd'hui ou pas? On a eu, pour tout vous dire, des petits soucis techniques hier d'une prise capricieuse, mais heureusement que William, qui s'occupe de la technique ici, il a passé un bout de la nuit, mais il a réussi. Et donc on pourra vous pourrez avoir la diffusion a posteriori de cette présentation. On a également essayé d'innover pour cette nouvelle édition du baromètre, dans le sens où on a voulu aussi s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on conseille à nos clients. La RSE, c'est la concertation et l'implication des parties prenantes. Donc on en a fait de même pour challenger le questionnaire que l'on a fait. On l'a, comme à notre habitude, on a été accompagné par un cabinet d'études, donc le cabinet Occurrence, qui nous a donné tout son savoir-faire pour aussi bien la méthodologie que pour le panel qui a été consulté, et dans l'analyse, bien évidemment. Et donc, merci aux différents interlocuteurs qui nous ont aidés. On a essayé de les faire le plus représentatif possible. Donc, on va retrouver des fédérations professionnelles, des entreprises de plus ou moins grande taille, des associations qui ont contribué, et donc on les remercie une fois de plus. L'enquête a été diffusée auprès de 1016 salariés d'entreprises. Nous avons pris le parti d'interroger des salariés de sociétés de plus de 250 salariés issus du secteur privé, et donc ça a été diffusé online à la fin de l'année dernière. Au niveau de la représentation, on a bien évidemment, grâce au cabinet Occurrence, eu une bonne représentativité des typologies et des profils de salariés d'entreprise pour qu'ils soient le plus représentatifs de la population française. C'est vrai que je n'ai pas fait ce détail, mais l'enquête a été diffusée uniquement sur le territoire français. Et on avait commencé, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, dans le questionnaire, juste à essayer de profiler quels étaient
les profils à titre individuel, à titre citoyen de nos répondants. Donc vous voyez ici la répartition entre l'engagement à titre personnel ou à l'inverse le côté réfractaire ou tout simplement assez peu sensible au sujet. Charlotte ? Bonjour à tous. Donc effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc dans la première partie, on a demandé quelle appréciation générale de la RSE avaient les répondants. Donc en fait, on leur a demandé de donner une définition à la RSE, de nous dire quel intérêt ils portaient à ces sujets, et enfin, dans le cadre de l'entreprise, s'ils étaient prêts à s'impliquer sur des sujets de RSE. Donc tout d'abord, on leur a demandé quelles étaient selon eux la définition de la RSE. Donc ce qu'on remarque, c'est que 54% des répondants ont donné la bonne réponse. Donc la contribution de l'entreprise aux enjeux du développement durable. Donc ce qu'il est important de notifier, c'est qu'on a une bonne progression par rapport aux résultats du baromètre de 2017. En effet, on a 27% de bonnes réponses en plus. Donc c'est assez encourageant et c'est intéressant de le dire. Ce qu'on peut également remarquer sur cette slide, c'est qu'on a aussi des répondants qui voient la RSE sous un seul prisme, c'est-à-dire qui ont une vision assez partielle. Donc certains d'entre eux voient la RSE comme une démarche environnementale, d'autres comme une démarche sociale ou encore comme une démarche sociétale. Donc on a encore cette vision assez partielle qui existe encore pour un certain pourcentage de répondants. Donc ensuite, on leur a posé la question de l'intérêt qu'ils portaient à la RSE. Donc là, on remarque que 86% des répondants ont dit qu'ils s'intéressaient beaucoup plus qu'avant à la RSE. Ce n'est pas forcément surprenant parce qu'on voit qu'il y a une montée en puissance des préoccupations sociétales, comme on l'a dit ici. Effectivement, il y a beaucoup plus de sujets d'actualité qui sont reliés à des sujets de développement durable, donc à des sujets environnementaux ou à des sujets sociétaux notamment. On le voit dernièrement, l'opinion citoyenne aussi commence à être beaucoup plus sensible. Il y a une prise de conscience dans la sphère citoyenne. On l'a vu notamment avec les marches pour le climat, par exemple. Et forcément, au quotidien, les individus vont être beaucoup plus sensibilisés par rapport à l'actualité. Donc dernièrement, on a entendu les incendies en Australie, notamment au niveau de l'environnement. On entend aussi beaucoup parler des rapports du GIEC. Donc tout ça fait que les individus, à titre personnel, sont beaucoup plus sensibilisés et ça va se ressentir dans le cadre de l'entreprise. Donc, il donne une définition de la RSE qui est la bonne généralement. Ils portent beaucoup plus d'intérêt au sujet de RSE, mais est-ce qu'ils sont prêts à s'impliquer davantage ? Donc, on leur a posé cette question. Ce qu'on remarque, c'est que les employés sont majoritairement prêts à s'impliquer davantage sur des sujets de RSE. La majorité, cependant, sont prêts à s'impliquer sur des actions ponctuelles, donc lors d'événements, par exemple, comme la semaine du développement durable ou la semaine zéro déchet. 20% d'entre eux veulent intégrer la RSE dans leur métier, donc une intégration totale de la RSE dans leur mission quotidienne. Et 19% d'entre eux veulent jouer un rôle actif. Donc on peut imaginer par exemple au sein d'un réseau être un ambassadeur RSE ou animer un réseau sur des sujets de RSE. Donc ce qu'il est important de notifier, c'est que 70% d'entre eux sont quand même volontaires et ont une véritable envie de s'impliquer dans le cadre de l'entreprise sur ces sujets et de jouer un rôle beaucoup plus actif. Mais quelles sont donc les raisons de cette volonté de vouloir s'impliquer ? Donc on a questionné les répondants sur leur motivation à agir dans le cadre de l'entreprise. On remarque plusieurs choses. Donc la réponse dominante est que les salariés veulent donner plus de sens à leur travail. On remarque aussi qu'ils veulent développer leurs compétences. Donc c'est des motivations qui touchent plus l'ego des individus qui ont répondu. En effet, on remarque qu'aujourd'hui, les individus sont en quête de sens dans leur travail. Ils cherchent généralement une entreprise qui colle à leurs convictions, qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Donc c'est vrai que ça se ressent dans les réponses à cette question.
On voit aussi que développer ses compétences, développer le sens qu'on donne à son travail, mais aussi le bien-être personnel, ce sont des choses qui importent aujourd'hui aux salariés dans une entreprise. On le voit notamment de ces dernières années, les livres sur la psychologie, sur le bien-être, sur le développement personnel. Par rapport à 2016, il y a eu 9% par exemple de ventes en plus sur ces livres. Donc on voit bien que c'est des sujets qui sont beaucoup plus portés par les salariés en entreprise. Et il s'agit ici de la raison d'être personnelle en fait, des individus qui ont répondu à cette question. Et c'est en fait à mettre en parallèle avec la raison d'être de l'entreprise. Et donc Benjamin en parlera plus tard, mais les salariés à hauteur de 39% ont répondu qu'ils souhaitaient s'impliquer sur des sujets de RSE pour contribuer à des grands enjeux qui dépassent le cadre de l'entreprise. Donc là, on est sur des motivations beaucoup plus éco et donc qui dépendent de la raison d'être de l'entreprise. Donc on a vraiment ces... Oui, dis-moi. Vas-y. Donc voilà, on a vraiment ces deux types de réponses, en tout cas, sur cette question, et qui montrent pourquoi les salariés veulent s'impliquer aujourd'hui. Juste pour préciser, par rapport à l'année dernière, on ne vous a pas mis des éléments de comparaison, parce qu'on a tourné les propositions de réponse de manière un petit peu différente, mais la grande nouveauté qu'on a pu noter, c'est ce que disait Charlotte à l'instant, c'est le passage au deuxième plan, qui était vraiment dans les bas des charts, et qui remonte une vraie percée au niveau de la contribution à des grands enjeux qui dépassent l'entreprise, et ça c'était plutôt quelque chose qu'on a perçu de manière très positive et qui vient contrebalancer l'ego qui était vraiment prédominant sur les 4 ou 5 premiers items dans les dernières sessions, pas que dans la dernière. Merci. Donc ensuite, on leur a demandé en tant que salariés comment leur entreprise intégrait la RSE. Donc quelle était leur vision de l'intégration de ces sujets par leur entreprise. Donc là, on va vraiment aborder la perception qu'ils ont de l'engagement de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc premièrement, on leur a demandé quelles étaient les raisons de l'engagement de leur entreprise sur des sujets de RSE. Donc ce qu'on remarque, c'est que la première réponse qui ressort est la conformité réglementaire. Ce n'est pas surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est que cette réponse a perdu 9 points par rapport au baromètre 2017. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le sujet quitte donc le champ de l'obligation. On le voit aussi avec la deuxième réponse, répondre aux attentes de certains clients. Donc ça représente plutôt des risques pour l'entreprise. Ça signifie que en fait, pour l'entreprise, c'est une obligation d'agir et d'intégrer des sujets de RSE. Donc les employés voient encore aujourd'hui cela comme une obligation, mais beaucoup moins qu'avant. Ils ont beaucoup moins une vision défensive et négative sur ces sujets. Et on peut le voir avec les réponses notamment suivantes qui représentent des opportunités pour l'entreprise. Par exemple, donner du sens et développer la fierté d'appartenance à l'entreprise. Et également développer de nouveaux marchés, améliorer la performance économique de l'entreprise. Donc on voit qu'aujourd'hui, les employés voient beaucoup plus, même si c'est à mitiger quand même, voient la RSE comme une opportunité. Même si majoritairement, ça reste pour eux une obligation. Ce qu'il est important de remarquer également, c'est qu'aujourd'hui, on voit moins la RSE comme un effet de mode. En effet, la dernière réponse que vous voyez, surfer sur la vague et faire comme nos concurrents, a perdu 11 points par rapport au baromètre 2017. Par rapport à la conformité réglementaire, on pourrait penser qu'avant, les personnes qui avaient répondu ça aurait pu donner une autre réponse à cette question, les réponses qu'on a présentées ici notamment. Cependant, on ne voit pas d'effet de vase communicant en fait, entre cette réponse et les autres, mais on voit que 26% par contre des réponses sont « je ne sais pas ». Donc on a quand même beaucoup d'employés aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi leur entreprise s'engage en RSE. C'est aussi important de le notifier. Donc, pour résumer, l'engagement est aujourd'hui moins perçu comme une obligation. Cependant, elle n'est pas automatiquement perçue comme une opportunité. Et on peut remarquer aussi la majorité, les 26% de « je ne sais pas ».
Ensuite, comment se traduit cette démarche dans l'entreprise ? On leur a demandé quel était le niveau d'engagement de leur entreprise sur la RSE. Donc tout d'abord, ce qu'on voit et ce qui est assez surprenant et assez décevant, c'est que 45% des répondants ne savent pas ce que fait leur entreprise sur la RSE. Donc ça peut traduire plusieurs choses. Ça peut traduire que l'entreprise n'est pas active sur ces sujets. Ça peut traduire qu'elle ne communique pas dessus. Ou alors que les employés ne sentent pas ces actions au quotidien dans leur mission et dans leur métier. Ou alors qu'ils ne perçoivent pas les actions RSE de leur entreprise comme des actions RSE justement parce qu'ils n'ont pas la bonne définition de la RSE. Donc ça peut traduire plusieurs choses. Mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que 45% ont quand même répondu « Je ne sais pas ce que fait mon entreprise sur la RSE ». De plus, 24% disent que leur entreprise agit via des actions seulement ponctuelles, sociales et environnementales. Donc en fait, tout ça nous mène à dire que la RSE se traduit par une vraie démarche dans seulement 26% des entreprises, ce qui est un chiffre quand même assez faible. Donc dans les 26%, on comprend que l'entreprise fait évoluer son business model, qu'elle agit via une démarche globale traduite en plan d'action, déclinée dans les métiers et sur les sites, donc une intégration véritable de la RSE, ou alors qu'elle agit via la création de quelques offres ou de produits responsables. Donc seulement 26% des entreprises. Et on ne l'a pas remis sur la slide, mais concernant les grands groupes, ce chiffre est encore est moindre parce qu'il n'est que de 22%. Donc on voit que l'intégration est encore laborieuse dans les entreprises et même dans les gros groupes, malheureusement. Et à l'inverse, on voit dans les entreprises de plus de 1000 salariés, de plus de 5000 salariés, qu'on est un peu plus au courant de ce que fait l'entreprise. C'est un peu paradoxal. Exactement. Donc forcément, aujourd'hui, pour eux, la RSE n'a pas de portée transformative. On leur a demandé si le changement, comment se traduisait le changement opéré dans l'entreprise. Est-ce qu'il transforme profondément l'entreprise ou non ? Seulement 15% des salariés identifient des changements profonds dans leur entreprise. Donc on peut le relier notamment à la question d'avant parce que les entreprises généralement agissent via des actions ponctuelles, par exemple. Donc forcément, ça ne transforme pas le business model de l'entreprise ou les choix stratégiques de l'entreprise. Et pour 56% des répondants, les RSE touchent seulement certaines fonctions de l'entreprise alors que ça devrait être une fonction transverse aujourd'hui. Donc on peut définitivement dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas transformative, effectivement. Donc comment on pourrait changer cela et d'où l'impulsion pourrait venir ? Selon les salariés, l'impulsion doit venir majoritairement de la direction générale, à hauteur de 74%, et ensuite des managers, à hauteur de 46%. Et à hauteur de 36%, l'impulsion doit venir des salariés eux-mêmes. Donc il y a quand même, on peut noter une forte attente envers la direction générale et envers les managers. Alors ensuite, justement, on leur a posé des questions plus détaillées là-dessus par la suite. On leur a demandé comment ils percevaient la direction générale et comment ils percevaient les managers. Donc ce qu'on peut dire, c'est que selon eux, aujourd'hui, selon 62% des répondants, la direction générale soutient la personne en charge de la RSE dans leur entreprise, soutient les projets de RSE et porte ces sujets. Cependant, ce n'est pas forcément le cas des managers, car seulement pour 14% des répondants, les managers sont perçus comme acteurs et porteurs des sujets de RSE. Donc selon eux, la direction générale est plutôt aidante et plutôt porteuse de ces sujets, mais ça ne se retransmet pas et ça ne se retranscrit pas au niveau des managers, qui sont le lien justement avec les salariés. Donc on voit qu'on a des difficultés au niveau du management stratégique des entreprises sur ces sujets. On peut voir également d'autres freins. Donc le principal justement qu'on peut remarquer, c'est que les managers ont d'autres priorités et notamment des priorités plus tournées business, effectivement. En second lieu, on voit qu'il y a une méconnaissance du sujet en interne. Donc
On a pourtant vu qu'aujourd'hui, les salariés donnaient une meilleure définition de la RSE qu'auparavant, mais on a quand même des employés qui, aujourd'hui, ne savent pas forcément ce qu'est la RSE, par quoi elle se définit et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour vraiment intégrer la RSE à l'entreprise. Et un autre frein qui est assez classique et qui ressort assez souvent dans les sondages, c'est le manque de moyens dédiés, donc le manque de temps et le manque de budget alloué à ces sujets. Ce n'est pas vraiment surprenant. Ensuite, on peut aussi voir l'absence de pression externe. Personne ne nous le demande. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cela est vrai ou alors on sous-estime la pression qu'on nous met à l'extérieur, donc par les parties prenantes de l'entreprise. C'est aussi également une question à se poser. Tout cela nous amène à dire qu'aujourd'hui, les salariés restent peu impliqués sur ces sujets. En effet, 44% d'entre eux déclarent ne pas être du tout impliqués dans la démarche RSE de l'entreprise. Donc 44%, c'est un chiffre assez important. Et on peut également remarquer qu'il s'agit notamment des non-managers et des personnes qui ont plus de 50 ans qui ont répondu à cette question. Donc l'intégration aujourd'hui reste quand même assez limitée. Elle ne permet pas d'effectuer un véritable changement dans l'entreprise. Et on le voit car 23% déclarent être impliqués, mais seulement sur des actions ponctuelles. Donc on en a déjà parlé, mais ça se traduit dans ces réponses. Et certains déclarent, 22% d'entre eux déclarent être simplement informés de la démarche RSE de leur entreprise. Donc, seulement au final 8% sont invités à intégrer la RSE dans leur pratique métier. Donc c'est seulement 8%. C'est également assez surprenant. On peut voir donc que la RSE aujourd'hui ne transforme pas véritablement le business model de l'entreprise et n'est pas véritablement intégrée aux différents métiers et n'est pas intégrée à la stratégie globale de l'entreprise. Voilà. Ensuite, je vais laisser Caroline se présenter. Merci. Avant que Caroline prenne la main, alors je sais que la présentation de Charlotte était complètement limpide. N'hésitez pas à poser des questions sur Slido, ça fera plaisir à Thomas en plus. Donc sli.do et comme ça vous permet de ne pas les oublier, de les mettre au fil de l'eau et on y répond juste à la fin. Merci Benjamin. Alors on a voulu creuser, au-delà de je ne suis pas informée, on a voulu creuser, avoir des informations peut-être plus détaillées sur les modalités d'information, de formation des collaborateurs. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, voilà, 71% des répondants déclarent être mal informés sur la RSE. Ça a été dit précédemment, on a eu des premiers éléments d'information par Charlotte. On a un chiffre un peu plus détaillé ici. La question, c'était sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre niveau d'information sur la démarche RSE de votre entreprise ? Voilà, 71% des gens, je ne sais pas si j'ai un pointeur, sont insuffisamment informés et uniquement 5% se disent très informés. Là où en général, quand on regarde ces chiffres et on demande aux gens de noter de 0 à 10, on sait qu'a priori les gens où ça tient vraiment la route, où c'est robuste, c'est plutôt quand on est au-delà de 8. Donc si on fait une sorte de moyenne pondérée des deux, en gros on a une dizaine de pourcents des collaborateurs qui savent vraiment de quoi on parle et ce que fait l'entreprise en matière de RSE. Donc là, il y a un vrai boulot de pédagogie, d'accompagnement, de revoir peut-être les supports, les modalités de communication auprès des équipes. Autre information, les modes d'implication restent assez classiques finalement. On pose la question, par quel moyen principal votre entreprise aujourd'hui elle engage ses collaborateurs, ses équipes dans la RSE. 39%, voilà, c'est une communication descendante. C'est les newsletters, les réunions d'information spot, qui sont absolument pas forcément très régulières, de l'affichage, soit du print, soit sur des écrans à l'accueil. Voilà. Donc ça reste quelque chose à 39% d'assez classique. Et si on revient au slide précédent, en fait ça ne marche pas, puisque aujourd'hui 71% des gens n'ont pas l'information. 21% en associant certains salariés à l'élaboration de la démarche, c'est très faible, et c'est juste je suis associé à l'élaboration de la démarche, donc ça peut être principalement, majoritairement via une consultation spot, quand je fais une analyse de matérialité par exemple, et ensuite c'est fini. 19% de manière descendante en demandant aux employés de mettre en œuvre des plans d'action, j'exécute. Donc je n'ai pas forcément voix au chapitre. Et puis 6% seulement en écoutant l'opinion des employés pour l'intégrer dans la démarche RSE. À noter toujours qu'on a notre pool de minimum 15% de gens qui ne savent pas, qui sont au courant de rien sur ce qui se passe en matière de RSE dans l'entreprise. Alors, si on veut aller plus loin,
Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous engager davantage? Parce qu'on peut tout à fait se poser légitimement la question, peut-être que les gens ont pas, ça leur va très bien cette situation-là. Est-ce que vous voulez faire en plus? Est-ce que vous voulez être force de proposition, voilà, apporter votre voix, apporter des idées? Oui, à 67%. Les gens ont envie de participer. Voilà, ça les intéresse, ils trouvent le sujet enthousiasmant. Voilà. Mais dans les canaux actuels qui leur sont proposés, dans les modalités actuelles, ça ne fonctionne pas, ça ne les satisfait pas. Donc il y a un levier, il y a un véritable levier qui est inexploité d'engagement aujourd'hui. Ça, c'est important de le retenir. Et puis enfin, si on regarde la partie plus formation, alors ça, il n'y aura pas de surprise parce que c'est les mêmes chiffres, malheureusement, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, enfin de les 3 précédentes éditions du baromètre. Avez-vous reçu des formations sur la RSE ces 3 dernières années? 93% des salariés n'ont pas reçu de vraie formation à la RSE. Et c'est quoi pour nous une vraie formation à la RSE? C'est pas une formation sur une thématique, sur l'éthique, sur l'intégrité, sur les achats responsables, etc. C'est une formation qui va couvrir, qui va embrasser l'ensemble des enjeux de RSE et qui va idéalement aussi, pas rester un peu stratosphérique, mais qui va me montrer comment est-ce que très concrètement je l'applique dans mon métier. Pour nous, c'est ça une vraie formation aujourd'hui à la RSE. Et donc, une vraie formation de ce niveau-là, on a uniquement 7% des répondants qui nous disent qu'ils en ont bénéficié. Et si on regarde des éléments de détail sur combien de temps est-ce que ça dure, une formation RSE aujourd'hui chez vous, on a moins d'1 jour pour traiter les enjeux RSE, la démarche maison et aussi la manière de l'impliquer, de l'intégrer à mon métier. N'hésitez pas, je vois des réactions comme ça, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des remarques à le mettre dans l'outil. Et on peut aussi sinon le faire classique à main levée à la fin. Voilà, donc là, encore une fois, ces chiffres, ils sont assez révélateurs, si on devait faire la synthèse de cette partie, de non seulement l'information classique actuellement telle qu'elle est proposée, elle ne fonctionne pas, et la formation, elle est largement insuffisante. Là où les gens ont envie, ne demandent que ça, en fait, de s'impliquer davantage et d'agir, en fait, au quotidien. C'est pas juste pour moi et améliorer ma culture générale. On a posé la question des leviers. Charlotte nous a présenté les freins tout à l'heure. Alors, en termes de leviers, qu'est-ce qu'on peut actionner? Les leviers, ils passent principalement par la formation, hein, sans surprise. Hein. J'ai besoin de savoir de quoi on me parle, savoir comment l'appliquer. Des guidelines. Très concrètement, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les actions? Hein. C'est assez classique. Hein. On enfonce peut-être des portes ouvertes, mais voilà. Hein. Donc 53%, je veux qu'on me donne les moyens aussi, hein, pour faire. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de ressources, j'ai besoin que mon manager aussi, il me fixe des objectifs clairs et que idéalement, ce soit dans mes objectifs annuels, quand on fait mon entretien annuel d'évaluation, que je sois véritablement objectivée sur la RSE. Ça va m'aider à pouvoir dégager du temps et agir sur le sujet. 46% qu'on m'explique bien de quoi on parle et qu'on m'explique comment l'appliquer à mon métier. Hein, c'est un peu moins vrai pour les managers et beaucoup plus vrai pour les non-managers. Et puis enfin, 41%, si on regarde le top 3, qu'on me propose des actions concrètes à mener. Donc il y a besoin de temps, il y a besoin d'objectifs, hein, en fait, de libérer une fenêtre pour pouvoir traiter ces sujets. Il y a besoin d'avoir un véritable soutien, hein, du manager pour ça, hein, que mon management me soutienne à 14%. On aurait dû même le relier et le mettre à côté de celui-ci, parce que finalement, qui va m'ajuster mes objectifs, qui va me donner du temps, c'est plutôt mon manager a priori. Et puis, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin qu'on m'explique les choses et puis qu'on me donne des actions très concrètes à mener. Voilà, dans le temps, sur quoi est-ce que j'agis? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez complexe quand on parle de RSE, il y a tellement de thématiques. Voilà. J'ai besoin de pédagogie et qu'on m'explique très clairement ce que je dois faire. Et donc, troisième levier, il y a un vrai besoin, hein, c'est le chiffre dont parlait Charles tout à l'heure, hein, il y a un vrai besoin de véritable relais au niveau du manager. 14% des N+1 sont monteurs dans la diffusion de la RSE. C'est aberrant ce chiffre. Alors forcément, le directeur général, il est convaincu de la démarche parce que c'est quelqu'un en général qui a fait des études, il lit tout un tas de choses, il voit les projections macroéconomiques, il se dit qu'il faut absolument bosser ces sujets. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que le directeur RSE quitte la porte du directeur général et qu'il y a le directeur financier qui rentre? Ah oui, t'as raison, ah oui, il faut faire ci, etc. Le patron, le responsable de la RSE, c'est le gardien de la cohérence du patron. Et donc, c'est à lui d'agir pour pour faire en sorte que le patron respecte bien et soit bien en cohérence avec la ligne qu'on s'est fixée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une action spécifique qui soit faite vis-à-vis des managers. Parce que c'est un petit peu trop facile là, de stigmatiser le manager. Le manager tout seul, voilà, il n'est pas magicien non plus. Donc il faut qu'il y ait un véritable relais entre ce que dit
le responsable, enfin le directeur de l'entreprise, et puis comment est-ce que je diffuse et je donne les moyens d'accompagner mes managers et mes managers de proximité. Et on en a parlé, on a posé la question de très concrètement comment est-ce qu'on mesure la RSE. Et pour nous, un indicateur très fort, c'est comment est-ce que je suis objectivée sur la RSE. Est-ce que vous êtes aujourd'hui objectivé? Est-ce que c'est dans vos entretiens annuels? Est-ce qu'on en parle? Ben voilà, donc ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. 16% des gens sont objectivés sur la RSE, ont des objectifs RSE dans leur feuille de route, dans leur plan d'action. Donc forcément, si j'ai pas d'objectif, si mon manager on lui a pas donné les moyens, si moi-même j'ai pas de temps dédié, la visée transformative et le potentiel de transformation de la RSE, il reste assez limité. Et puis, nouvelle question, Benjamin en parlait là, ce matin, on a voulu rajouter de nouvelles questions sur la raison d'être, on le verra juste après, sur les IRP, sur les instances représentatives du personnel, parce que c'est peut-être des sujets qu'on avait oubliés, qu'on avait laissés de côté. Donc ça, c'est une nouvelle question par rapport aux éditions précédentes. Quel rôle jouent selon vous les instances représentatives du personnel? À votre connaissance, est-ce que, voilà, première question à votre connaissance, est-ce que les IRP abordent ces questions? Oui, à 33%. Alors, honnêtement, là, il n'y a pas forcément de surprise pour nous. On se dit même, tiens, 33%, c'est un bon chiffre, parce qu'ils sont naturellement identifiés pour tous les enjeux sociaux. Donc voilà, donc, bonne identification. Et peut-être le 33% se justifie parce qu'ils traitent que certaines thématiques, certains enjeux dans l'ensemble des champs de la RSE. Diriez-vous que leur engagement en matière de RSE est à la hauteur des enjeux? Oui, à 27%. Voilà. Donc ça veut dire que on n'est pas dans un chiffre exact, mais c'est quand même plutôt le même ordre de grandeur. Donc autour de 30%. En gros, les IRP qui agissent sur certains sujets sont plutôt perçus comme légitimes, bien portant correctement ces sujets. On gardera cette question pour les éditions prochaines et on verra comment est-ce que peut-être en bossant davantage avec ces acteurs, on arrive à débloquer et à faire avancer d'autres thématiques. Alors, donc là, c'était vraiment sur le focus formation, information des salariés et objectifs. On a également des questions de gouvernance, comme vous le savez, parce que arriver à faire bouger l'entreprise, c'est également questionner son mode de gouvernance, son organisation en interne, pour voir comment est-ce que la RSE, finalement, elle est déployée dans un maximum de métiers pour qu'elle soit véritablement intégrée. Et on a tout d'abord regardé la fonction du responsable ou de la responsable RSE. Ça, c'est des questions qu'on avait sur les éditions précédentes. Considérez-vous que la personne en charge de la RSE au sein de votre entreprise est soutenue par la direction générale pour faire avancer les projets? Oui, à 62%. Et donc là, ce que je vous demande peut-être de regarder, c'est ces petites flèches-là. Là, on a la comparaison par rapport à l'édition d'il y a 2 ans. Et donc, on voit qu'on gagne 8 points, si je ne dis pas de bêtises, en 2 ans, donc sur le soutien de la direction générale. Donc ça, c'est un signe hyper positif. Et vous allez voir que sur tous les autres items, sur toutes les autres questions, on gagne aussi des points. Donc c'est quelque chose de très encourageant. Donc l'ADG, elle a un rôle de soutien et de sponsorship de son responsable ou de sa responsable RSE. Est-ce que la responsable RSE, elle a les compétences techniques nécessaires pour porter le sujet? Oui, à 59%. Donc là, on monte de 13 points par rapport à il y a 2 ans. Donc il y a un vrai effort peut-être de formation, en tout cas de perception d'une bonne compétence technique du responsable RSE. Est-ce qu'elle est rattachée au bon niveau hiérarchique? Oui, plus 12%. Et alors, est-ce que c'est parce qu'on a eu des réorganisations et que maintenant le sujet est davantage porté par les directions générales? Malheureusement, on n'a pas les éléments de précision. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que quand on est dans des boîtes de moins de 1000 salariés, dans des entreprises de plus petite taille, on monte à 61%. Donc, ce qu'on peut extrapoler peut-être, c'est que dans les boîtes de plus petite taille, la personne qui est en charge de la RSE, elle serait a priori directement rattachée à un directeur général et pas forcément un système de personnes entre les deux et qui lui permettrait peut-être d'être davantage soutenue pour pouvoir déployer ces sujets. Est-ce qu'elle a le bon profil, le ou la responsable RSE? Oui, à 57%. Il y a 2 ans, on était en dessous de la barre des 50%. On pensait que la personne n'avait pas forcément le bon profil. Donc là, enfin, on l'a franchi. On gagne 13 points. 57%, elle a le bon profil. Et là, il y a notamment des éléments de soft skills qui sont évalués. Ce n'est pas uniquement mes compétences techniques, mais c'est ma capacité à fédérer, à convaincre. Est-ce que, enfin, elle peut s'appuyer, au-delà de ses compétences propres, est-ce qu'elle peut s'appuyer sur des relais? Oui, à 52%. On monte de 10 points. Donc, a priori, bonne nouvelle, il y a eu une structuration d'équipes, de relais, de correspondants dans les filiales ou dans les différentes unités dans lesquelles intervient l'entreprise pour aider au déploiement de la démarche RSE.
Est-ce qu'elle a le leadership nécessaire pour porter le sujet? Oui, à 51%, on monte de 9 points. Et la dernière question, et c'est la seule pour laquelle malheureusement on perd des points par rapport à il y a 2 ans, est-ce qu'elle dispose des ressources nécessaires au niveau de l'équipe? Est-ce que l'équipe elle est suffisamment staffée? Est-ce qu'elle a suffisamment de temps dédié? Et est-ce qu'elle a suffisamment d'argent, de budget? Et là, malheureusement, on perd 2 points. Alors, c'est que 2 points hein, par rapport à l'édition. Mais bon, quand même, c'est le seul élément à noter sur lequel on perd malheureusement des points. 43%. À noter que dans les entreprises de plus de 1000 salariés, les grands groupes, on est à 46%. Donc, on augmente. Par contre, dans les petites entreprises, 38%. Alors, on a également posé la question de la projection. Hein. La question, c'était selon vous, quelle place va prendre la RSE dans votre entreprise d'ici 5 ans? Pour 50% des répondants, la RSE aura une place plus importante à terme. Voilà, une place plus importante, 50%. La même place qu'aujourd'hui, 45%. Et 5% des répondants nous disent que la RSE aura une place moins importante. On n'a pas les éléments de verbatim, malheureusement. Alors bon, là, c'est comment est-ce qu'on exploite ces chiffres hein, voilà. Ce qu'on peut noter, enfin nous, quand on a regardé ensuite les résultats en termes de profilage, c'est que pour les managers, le chiffre il est plus important, on est proche de 60. Et puis pour les jeunes aussi, quand on fait le focus sur les jeunes, là on est à plus de 60%. Donc pour nous, on se dit que c'est quand même assez encourageant et qu'a priori, les gens qui demain seront amenés à prendre des fonctions et à agir dans l'entreprise ont en tête qu'il faut absolument développer ces sujets. Et on ne pouvait pas ne pas parler de raison d'être, puisque c'est quand même le sujet sur lequel dont on a beaucoup parlé depuis le printemps dernier. Donc on a posé 2 questions sur la raison d'être. Votre entreprise a-t-elle formulé déjà une raison d'être? 27% des interviewés déclarent que oui. Alors soit oui, elle a été formulée, soit c'est en cours, et donc elle va bientôt sortir. Donc 27%, près d'un tiers quand même, des répondants nous disent qu'ils se sont positionnés sur le sujet de la raison d'être. Je ne sais pas, 55%. C'est vrai que ça reste quand même un sujet plutôt technique, d'expert, d'initié en tout cas pour le moment. Et puis a priori non, c'est pas prévu, 18%. Et puis on leur a posé la question de ça sert à quoi la raison d'être selon vous voilà. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut vraiment veiller à ce que la raison d'être ne soit pas perçue comme un outil de communication quand on la met en place dans son entreprise. J'en vois qui acquiescent, hein, mais ouais. Laquelle de ces affirmations correspond le plus à votre opinion? On a 33% des gens qui nous disent que la finalité de l'entreprise, c'est d'être rentable et que finalement, la raison d'être, c'est avant tout du marketing. C'est un peu bullshit, c'est un joli truc qu'on met, qu'on communique, mais ça ne sert pas véritablement à grand-chose. 33%, un tiers des gens qui nous disent ça. Donc attention quand on fait son exercice de définition d'une raison d'être, hein, à la manière dont on le fait. Avec la raison d'être, plus l'entreprise donne du sens à son activité, plus elle crée de la valeur, 31%. Et ça, on peut complètement le relier à celui qui suit. La raison d'être permet aux entreprises de se fixer des objectifs au service de l'intérêt général et pas uniquement des objectifs financiers. Quand on somme ces deux-là, on est à 57% des gens qui pensent que la raison d'être, elle a un vrai intérêt et que finalement, elle va permettre de décrire et de définir le chapeau, la direction dans laquelle on doit aller et qui va permettre à l'entreprise finalement de se mettre en ordre de marche pour aller dans cette direction. 57%. Donc on a une bonne perception majoritairement aujourd'hui de la raison d'être. Ne gâchons pas cela. 10%, la raison d'être d'une entreprise est avant tout de créer de l'emploi. Ok. Alors les grands enseignements, qu'est-ce qu'on peut retenir, Benjamin? Je viens de trouver le whitewashing après le greenwashing, peut-être la version raison d'être du greenwashing. Merci. Pour vous donner quelques éléments de synthèse d'après notre analyse, et bien évidemment vous serez invité à apporter la vôtre et votre contribution par la suite. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles, pourrait-on dire. Parmi les bonnes nouvelles, un intérêt vraiment grandissant autour du sujet. 86% des individus et des salariés d'entreprise s'intéressent plus au sujet. Moi, je trouve ça hyper encourageant. Ça devient de plus en plus un incontournable et non plus un élément, le petit plus qu'on pourrait trouver. Il y a une véritable attente et il y a une véritable motivation aussi pour y aller. Donc il y a un réservoir de mobilisation qui est disponible au cœur des entreprises. À nous d'aller activer tout ça.
avec un peu plus de bémol. Le sujet n'est pas encore vraiment très engageant. On note que soit on est mal informé, et je pense qu'il y a un effet vraiment de cascade par rapport à ça, donc on reviendra sur les raisons, mais je pense, et pour être responsable d'entreprise, quand les gens ne sont pas informés ni formés, on a du mal à les mobiliser, à les faire passer à l'action et à accélérer. Ça me paraît plutôt assez classique. On note aussi la problématique liée aux moyens. On a des personnes qui sont prêtes à s'engager et à minima, elles sont juste informées. Je pense qu'il y a un vrai décalage à rééquilibrer justement pour pouvoir activer ça. Et je crois que c'est Caroline qui a rajouté cette petite note. Je suis entièrement d'accord, il y a un vrai sujet ressources humaines, ça va au-delà de la direction générale, ça va au-delà de la direction RSE. Il faut que les DRH s'approprient le sujet. Et là, on revient à la notion de formation où finalement on a moins de 10% des effectifs d'une entreprise qui ont été véritablement formés. Donc oui, l'animation pendant la semaine du DD, etc., c'est sympa. Bon, il va peut-être falloir passer à autre chose. Le positionnement aussi de la démarche est un réel sujet. La vision défensive, alors moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait moins cette vision défensive de la RSE, la conformité réglementaire, gérer les risques, etc., que ce qu'on a vu les années précédentes. Et en plus de cela, on voit une véritable prise de conscience, appropriation, alors même s'il y a encore du travail à faire, sur le fait que c'est un élément différenciant, ça permet de développer des nouveaux outils. Donc je pense qu'il faut qu'on continue vraiment ce travail de pédagogie, d'intégration et de raccorder finalement au niveau stratégique et au niveau très opérationnel. L'effet un peu goulet d'étranglement, j'aurais tendance à dire. Alors, on n'a pas forcément zoomé par rapport pareil aux éditions précédentes. On avait beaucoup plus à l'époque de problématiques de portage d'une direction générale. Ça a un peu évolué et donc c'est plutôt très très positif. Il y a une vraie prise de conscience dans les directions d'entreprise qu'il faut y aller. On n'a plus trop le choix et c'est une vraie opportunité d'y aller. On a des salariés qui sont motivés à y aller et on voit cette sorte de goulet d'étranglement au niveau de la strate managériale et donc ça nous donne des indications sur là où il faut aller actionner. L'idée de tout ça, c'est que un manager au quotidien, on lui donne des objectifs. Dans la plupart des entreprises, on est intéressé sur les résultats, la performance financière, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi des pratiques à faire évoluer? Donc, au-delà de l'implication, au-delà de la formation, comment est-ce qu'on peut changer tout simplement dans les entreprises la manière d'intéresser les personnes qui semblent être aujourd'hui l'élément un peu bloquant dans la prise de la démarche. Et la fonction aussi s'incarne plutôt progressivement, donc ça c'est aussi une information qui est très intéressante. On sort progressivement de cette direction RSE qui est un peu en satellite, pas forcément considérée, c'est l'écolo de service de l'entreprise. Non, on a dépassé tout ça. Aujourd'hui, il y a une vraie considération, un vrai niveau de rattachement. L'idée maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réussir à embarquer tout le monde par rapport au sujet. On va avoir un témoignage d'une entreprise qui a été contributrice. C'est pour toi, oui, tout à fait. qui a été contributrice et on l'en remercie au niveau du questionnaire. Donc Judicaël qui est responsable RSE au PMU et je vais juste avant de te donner la parole Judicaël parce qu'il y avait une question et il y en a eu plusieurs sur Slido. Pour éviter de repasser sur la présentation, on se doutait qu'il y aurait des questions sur le profilage. Et donc, pour vous donner les informations, voici pour la personne qui a posé la question, notamment comment est le profilage. Alors, je ne suis pas expert statisticien,
de la population française en entreprise, mais d'après ceux qui en sont, des experts, on est dans une représentativité de la population. On reviendra sur toutes les autres questions après l'intervention de Judiel, qui a bravé la ligne 8 ce matin pour venir nous voir. Bonjour à tous. Je commence, tu veux... Bah écoute, comme tu veux, vas-y. Déjà, Ok. tu peux te présenter ? Oui, je commence comme ça. Donc, je suis Judicaël Lefebvre. Je suis responsable RSE pour le PMU depuis presque 10 ans maintenant, ça passe. On s'occupe essentiellement au PMU de toute la sphère RSE. On a des impacts qui sont très spécifiques à notre activité, qui est la prise de Paris. Notamment les impacts qui sont sur l'addiction au jeu, les problématiques d'addiction au jeu, la sensibilisation des parieurs, la sensibilisation de tout ce qui est responsable de points de vente, qui sont vraiment notre intermédiaire et l'interface avec les parieurs. Donc c'est vraiment l'essence même de la démarche RSE. C'est notre impact business le plus fort, impact négatif. On a aussi des impacts business positifs, tant mieux. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est structuré au début des années 2000, au milieu des années 2000 vers 2005, et qui a soutenu toute la base de ce qui s'est mis en place en termes de RSE au PMU. Simplement pour refaire un petit peu le contexte. Quand Benjamin m'a demandé si je voulais témoigner, j'ai regardé les résultats du questionnaire, du baromètre, et je me suis dit, ouais, c'est intéressant de témoigner. Je pense que comme pour vous dans vos entreprises, parce qu'il y a quand même des points très forts qui représentent ce qu'on vit à l'heure actuelle et ce qu'on a vécu sur le sujet au sein de l'entreprise. Il y a vraiment un point qui a été important, c'est l'intérêt croissant de la RSE pour les collaborateurs. Si je vous ai parlé de nos actions sur tout ce qui était problématique d'addiction, jeu excessif, c'est parce que même si ça date de 2005, de 15 ans maintenant, c'est des choses qui ont longtemps été faites par la direction en question, la DIRCOM. Je fais partie de la direction de la communication en tant que responsable RSE. Et voilà, on agissait vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des points de vente ou vis-à-vis de la population commerciale qui sont aussi des relais. Et on communiquait peu en interne notamment, et on communiquait en externe sur des cibles très précises qui sont les parieurs et les responsables de points de vente. Et on s'est rendu compte sur ces sujets, mais sur d'autres beaucoup plus globaux à partir d'un certain moment du début des années 2010, que les collaborateurs étaient vraiment en demande, étaient vraiment en attente, et en demande de sens, et surtout, c'est lié de compréhension de ce qu'on faisait, de pourquoi on le faisait. On nous demandait, ouais, mais votre truc de jeu responsable, de toute façon, on vend du pari, donc ce que vous faites, c'est un peu n'importe quoi, parce que vous nous dites en même temps, ou vous dites aux commerciaux, aux points de vente, bah, faut pas trop en vendre. Donc non, c'est pas ça. C'est la façon dont on le vend, la façon dont on communique aux parieurs. Et il y a eu vraiment une sensibilisation, une explication qui a permis en interne, non seulement de comprendre de quoi on parlait, de ne plus être mal à l'aise sur le sujet, parce qu'ils jonglaient entre les deux choses, et d'être même porteur et soutien, parce qu'ils ont compris la logique. Donc vraiment, cet intérêt croissant, c'est vraiment un point qui pour nous est très très important. Il y a une volonté de s'impliquer quand on leur explique et quand on leur fait comprendre pourquoi. Et tout de suite, ça match. Bon, il y a quand même encore des soucis, on l'a vu, c'est qu'il y a vraiment, sur l'ensemble de la sphère RSE et des différentes actions, un manque de connaissances qui passe notamment par un manque d'informations de notre part. Et globalement, c'est encore très descendant et c'est dans le flux de tout ce qui est descendant et c'est encore noyé dans l'ensemble, dans la masse d'informations de communication qu'on a. L'autre point qui m'a semblé extrêmement important, c'est la place du management. Donc on a vu les deux niveaux, le top management est nécessaire. Si vous n'avez pas une implication de votre DG, de votre CODIR sur le sujet pour faire descendre, ça ne marchera pas. Ou très ponctuellement sur des actions, mais l'action sur le long terme, nous, on l'a vu en lançant des actions spécifiques, ponctuelles, et en essayant de faire des choses un peu plus sur le moyen terme. Si on n'a pas une implication et une légitimité qui est incarnée par les membres du CODIR ou par le DG, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'autre point, c'est le management de proximité. C'est peut-être
aussi important, parce que c'est eux qui vont être porteurs sur le moyen long terme de ces sujets vis-à-vis de leurs équipes. Et c'est un point complexe en interne, parce que, comme c'est marqué, ils ont d'autres problématiques, et ils ont d'autres sujets, ils n'ont pas d'objectifs. C'est le cas au PMU, ils n'ont pas d'objectifs sur le sujet, à part des populations extrêmement spécifiques comme les commerciaux, qui vont être incentivés, désolé du mot, sur la sensibilisation et la formation et la prévention qu'ils donnent aux responsables de points de vente. Donc c'est extrêmement spécifique. Voilà, donc voilà, cette logique d'avoir des managers de proximité très impliqués, elle est aussi nécessaire. Ils manquent de temps, ils n'ont pas d'objectifs, ils ne comprennent pas forcément. Enfin, c'est pas vu comme prioritaire, forcément. Et c'est peut-être, des fois, ça peut rentrer en contradiction. Je reprends encore l'exemple du jeu responsable. Tu le ressens encore aujourd'hui, cette contradiction business RSE? Alors, après presque 10 ans sur le sujet, on le ressent beaucoup moins. Mais en fait, avant, on avait vraiment une défiance. Il y a une dizaine d'années, quand on a vraiment investi le sujet pour en parler en interne, et notamment avec cette population, on avait une défiance. Ça s'est passé, ils comprennent le sujet, ils l'ont intégré. Il y a aussi une demande qui vient de l'externe, où les populations de parieurs, les populations de responsables de points de vente évoluent aussi sur ces thématiques, sur ces sujets. Quand on parle des problématiques d'addiction dans les points de vente, il n'y a pas que le jeu, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est des endroits où il y a aussi ça. Donc les responsables de points de vente sont beaucoup plus mûrs ou matures sur le sujet. La loi les aide aussi, ou les oblige, les deux vont ensemble et tant mieux, à avoir une vraie position sur le sujet. Donc ça évolue parce que la société évolue aussi, voilà, clairement. Donc ça nous a aidés dans notre discours. Maintenant, va peut-être y avoir, surtout, et c'est ce sur quoi on travaille depuis quelques années, ils sont en demande de réponses à donner à leurs contacts sur ces sujets-là quand il y a un problème. Et c'est sur quoi on travaille. Arrêter le discours très descendant, très classique et important, qui peut être très bien écrit et très beau, mais quand on vous dit, je caricature, les problématiques d'addiction, c'est pas bien, faites attention à comment vos parieurs jouent, le titulaire de point de vente, il fait ouais, je suis d'accord avec vous, et je fais quoi moi? Voilà. Donc la vraie question, la vraie réponse, c'est que leur propose-t-on de faire? Ça passe par de la sensibilisation, par de l'information. Les responsables de points de vente sont formés à la prise du business sur ces sujets-là. Ils ont des formations tous les ans sur les sujets. Il y a de la com par des leaflets, des choses comme ça, des e-learning. On essaye vraiment d'être le plus pragmatique et le plus compréhensible possible, en leur donnant, en travaillant avec des experts, et en leur donnant des choses très simples à faire. S'ils voient quelqu'un qui commence à s'emballer, tu le prends dans un coin, tu l'arrêtes, tu lui payes un café, il se pose. Si tu vois quelqu'un d'un peu trop éméché, tu lui refuses le pari. Si il commence à devenir gênant pour le point de vente, on essaye à chaque fois de recadrer dans leur activité, dans leur ensemble. Quelqu'un qui va avoir un problème de jeu, quelles que soient les conséquences, la source de ce problème, va être une gêne dans le point de vente et pour l'activité du point de vente dans son ensemble. Donc on essaye, avec le responsable du point de vente, de prendre le plus tôt possible ces problématiques pour pouvoir les maîtriser. Voilà. Donc les commerciaux, ils sont en demande de questions de ce type, de réponses de ce type-là, de quelque chose d'extrêmement pragmatique à pouvoir apporter. Et pour tirer le fil de ce lien avec le business, donc j'ai la chance de travailler avec toi depuis quasiment 10 ans maintenant, donc j'ai pas mal pris de recul sur le jeu, et vous nous aviez partagé, et je pense que c'est toujours d'actualité, l'enjeu lié vraiment au paris sportif et notamment au paris hippique, avec des turfistes. J'ai appris ce mot il y a quelques années. Les turfistes, donc, sont des personnes qui parient sur les courses de chevaux, qui ont une population plutôt vieillissante. Est-ce que vous pensez que la RSE peut être un élément de réponse pour attirer des nouveaux joueurs? J'ai fait, quand j'ai construit la présentation,
une articulation par rapport à ce qu'on voyait. On s'en éloigne un peu, je vous le cache pas, mais tant mieux, c'est un peu plus simple. J'arrivais dans ma conclusion sur ces sujets-là, en fait, en me disant comment la RSE peut soutenir l'activité, comment on peut la replacer au cœur du business. On n'a pas forcément de réponse toute faite, c'est pas forcément simple. Ma conviction, c'est que ça travaille de toute façon l'image de l'entreprise, ça travaille le sens de l'activité de l'entreprise en interne comme en externe. Donc, vis-à-vis d'une population très spécifique comme celle des parieurs, et notamment des parieurs hippiques, qui est une population experte, qui joue parce qu'elles aiment les courses et les chevaux et qui joue parce qu'il y a le gain, comment trouver l'articulation, comment les intéresser à ces sujets qui peuvent être quand même très à la périphérie de leur intérêt. On est en train de réfléchir, on est en train de chercher. Je voudrais parler de nos concurrents en point de vente principaux, qui est la Française des Jeux. La FDJ, vous avez dû voir, avec leur privatisation, on fait beaucoup de communication sur leur raison d'être, sur ce qu'ils sont, sur pourquoi ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils soutiennent. Ils ont lancé aussi des jeux il y a quelques temps maintenant, notamment l'Auto du patrimoine, si je ne me trompe pas, qui a une vraie action RSE, qui est intelligente. Après, les mécanismes, les reversements et tout ça, c'est pas mon souci. Je parle vraiment de l'idée. Ça soutient un pan entier du patrimoine français. Ça implique les parieurs ou les joueurs de la FDJ. C'est intelligent. On a d'autres mécaniques, c'est un peu plus complexe chez nous de faire ce genre de choses, mais pourquoi pas aller sur des paris solidaires. Il faut voir les mécaniques. On n'est pas prêt encore, on n'est pas mûr, mais en termes de RSE, d'action RSE et de communication vers l'externe, encore une fois, on va prendre des mots, on est dans le less bad et il faut qu'on passe dans le more good. Ça serait des actions de more good, d'aller au-delà de on fait bien ce qu'on doit faire pour faire plus. On n'y est pas encore. Voilà. Parfait, merci. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont a été construite cette démarche RSE? Donc, tu avais commencé à le faire tout à l'heure. Ouais. Très rapidement, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais Vas-y, fais-toi plaisir. très on était dans les temps, donc okay. Pour une fois, c'est bon. Comme je vous ai dit, on avait pas mal d'actions. On avait des actions environnementales, on avait des obligations légales sur ces sujets. On avait beaucoup d'actions éparses au début des années 2010. Et on se rendait compte que les collaborateurs n'étaient pas du tout impliqués. Et on s'est dit comment les sensibiliser, comment les impliquer. Ça, c'était plutôt 2015. On a réfléchi, on a dit, pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre de quoi on parle, on va déjà les impliquer dans des sujets très spécifiques dans lesquels ils pourront s'investir. On a lancé quelque chose qui n'existait pas en interne, c'est une démarche d'engagement solidaire. Vraiment tourné vers l'interne. Ça, on l'a construit avec l'aide des collaborateurs. Donc on n'a pas dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, venez nous voir. On leur a dit sur quel sujet vous voulez vous investir. On a fait des groupes de travail avec des collaborateurs représentatifs des directions, des axes, des sites, puisqu'on est partout en France. Et ensuite, de ces groupes de travail ont émergé des idées d'action, des propositions d'action, et on a fait voter l'interne sur ces actions pour en retenir quelques-unes de spécifiques ou des thématiques spécifiques. On a mis en place du pro bono. On s'est rendu compte que les collaborateurs dans l'entreprise avaient envie de montrer à l'extérieur leurs compétences sur tout un ensemble de sujets, la qualité du travail qu'ils faisaient, et que l'investissement auprès d'associations sur des sujets spécifiques, qu'on soit dans le marketing, qu'on soit à la RH, qu'on soit purement web, qu'on soit dans les points de vente, dans l'habillage des points de vente, la conception, c'est quelque chose qui a bien marché. Donc on a mis en place cet engagement pro bono depuis 2015 et on a là entre 50 et 100 personnes qui annuellement s'investissent auprès d'associations. Alors c'est une demi-journée, une journée, 2 heures, peu importe, en fonction de leurs compétences et des problématiques, mais ça marche bien. Et
Là où c'est pas mal, c'est que c'est pas tout le temps les mêmes. Parce qu'on va avoir une demande justement sur de la RH, sur des achats, sur de la finance, sur du marketing. Donc on arrive à faire tourner. C'est gratifiant pour le collaborateur en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et on a mis en place aussi un appel à projet. On a déterminé, donc c'est proposé en interne que l'entreprise finance les projets des collaborateurs au sein d'une association, très spécifiquement, mais avec des thématiques très fortes. Je vais relire là pour pas... Voilà. C'est le soutien d'associations menant à des projets de sensibilisation ou tendant à favoriser le lien social en relation avec l'entrepreneuriat, les jeunes majeurs et l'innovation. On l'a mis comme ça, c'est pas gratuit, c'est parce qu'on estime que c'est vraiment, ça va avec le sens de l'entreprise. Quand on parle de lien social, au PMU, c'est très important. On est partout en France. On est dans 13 000 points de vente, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans les villages. Et souvent, pour les petites villes et les villages, le point de vente qui a le PMU, qui a aussi la FDJ, le bar et tout un tas d'autres activités, c'est le dernier point de vente. Et en fait, c'est là où les gens se retrouvent. Donc pour nous, cette notion de lien social, de se retrouver, de partager du temps ensemble, c'est extrêmement important et c'est vraiment dans l'ADN, c'est quelque chose qu'on veut soutenir. Et c'est quelque chose, pour aller un peu plus loin, vers lequel on veut encore plus aller à partir de maintenant. Donc on l'a gardé et l'innovation, les jeunes majeurs, c'est nécessaire pour nous, le jeu étant interdit aux mineurs, le jeu d'argent, on ne peut pas aller sur les mineurs, on ne communique pas vis-à-vis des mineurs et on se refuse malheureusement, parce qu'il y a des belles choses à faire, d'aller spécifiquement, nous, sur des actions qui concernent uniquement les mineurs. Voilà. C'est complexe au niveau légal aussi, donc c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas aller. Voilà, donc, et ça a plutôt pris en interne. On a soutenu ça par des vidéos, notamment des vidéos du DG, pour légitimer la chose, pour lancer les projets. La première année, je ne vous cache pas qu'on a pris notre téléphone et qu'on a appelé les gens qu'on connaissait en interne, qui s'investissaient dans des assos, qui avaient une fibre assez intéressante. Voilà, pour trouver des projets, faire monter les choses. Parce qu'on a fait la communication classique, qui fonctionne, mais qui a ses limites. Comme on l'a dit, donc le téléphone, le bouche à oreille, ça nous a permis d'avoir 5-6 projets et d'en financer, on est sélectif quand même, d'en financer 2. Et jusqu'en 2018, on a eu une augmentation du nombre de projets proposés, pas forcément du nombre de projets soutenus, parce que ça dépend aussi des fonds alloués. Voilà, c'est encore une autre question. Mais c'est quelque chose qui intéresse les collaborateurs et ils y vont de plus en plus. Donc voilà, ça, c'était notre première étape pour nous dire on va les intéresser, on va les investir, on va les faire rentrer dans le sujet par quelque chose qu'ils ont envie de faire. En 2017, on a vraiment restructuré la démarche, qui était complètement éparse, qui n'était pas assez cohérente. On a travaillé notamment avec Ecodev sur vraiment cette restructuration. Ça a pris la forme voilà, d'une réflexion RSE, je dirais peut-être pas classique, mais structurée, où on va vraiment regarder tous nos impacts, toutes nos actions en interne, les contributions. On a fait beaucoup d'interviews en interne vis-à-vis de tout type de population pour savoir ce qu'ils comprenaient de la RSE, ce qu'ils avaient envie d'aller. Encore un groupe de travail représentatif de l'entreprise pour aller sur ces sujets-là. Et on a surtout, une fois qu'on a accouché de la démarche, de sa structure, de ses grands axes et des actions attenantes ou des propositions d'actions attenantes, on a vraiment communiqué en interne. On a communiqué traditionnellement, on a communiqué de façon plus one-to-one aussi, comme on l'avait fait sur le pro bono. Pour expliquer ce qu'on allait faire, montrer que ceux qu'on leur avait demandé de travailler, ce sur quoi on leur avait demandé de travailler, voilà, ça avait abouti, qu'il y avait un sens et qu'on les avait écoutés. Il y a quand même une complexité, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui veulent s'impliquer, on a de plus en plus d'idées qui fusent, on a de plus en plus de propositions et on n'a clairement ni le temps, ni les moyens, ni la capacité ou la volonté de faire tout ce qui est proposé.
C'est comme ça. Et c'est aussi complexe de dire ton idée elle est bonne, mais on la fera pas. Et ça peut être aussi une source de démotivation ou se dire j'ai proposé plein de choses, ils ne les ont jamais fait. On ne peut pas tout faire non plus. On l'explique, on est dans le cadre professionnel, ça se comprend, ça s'entend, mais il faut quand même au quotidien c'est peut-être un mot, régulièrement relancer les idées, relancer les gens, les resensibiliser. Ça ne s'installe pas et ça ne reste pas. Cet investissement, cette envie, il faut l'entretenir régulièrement avec des choses récurrentes, avec des nouvelles propositions. Et puis la population en interne, elle bouge. Entre il y a 10 ans et maintenant, j'ai plus du tout les mêmes collaborateurs. Donc on a des nouvelles personnes qui arrivent, qui sont moins sensibilisés ou qui ont envie de connaître des choses qu'on a déjà expliquées 3 ou 4 ans avant, mais de toute façon, ils n'étaient pas là, donc il faut les réexpliquer ou il faut les redemander. Je pense que l'aspect vivant de ce sujet, il est nécessaire pour arriver à le faire perdurer. En 2018, en termes de communication, on a mis en place dans l'entreprise un réseau social. Yammer, pour ceux qui le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une espèce de Facebook, mais interne. Et on a fait une communauté RSE. Voilà, l'idée de cette communauté RSE, c'était vraiment de faciliter l'information, la descente d'informations et l'échange. Et d'impliquer encore plus les collaborateurs, notamment quand on a des travaux transversaux sur le sujet. On a une limite qui existe toujours, c'est que c'est malgré tout la RSE pas perçue comme stratégique. Voilà, c'est autour du business, à côté du business, des fois en interaction avec le business, mais c'est pas le business. C'est quelque chose qu'on veut changer, c'est extrêmement difficile. Ça dépend de la mentalité, ça dépend, voilà, ça va prendre du temps. C'est comme tout, les mentalités évoluent, ça aussi, ça va prendre du temps. Et sur les projets transversaux, on se rend compte depuis qu'on a communiqué, qu'on a mis en place ce réseau social, que quand je sollicitais ou qu'un groupe de travail sur le sujet sollicitait une personne pour prendre du temps sur ces sujets, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Parce qu'elle sait de quoi on parle, parce qu'elle a compris à quoi ça sert, ou que si elle ne sait pas de quoi on parle et qu'elle n'a pas compris à quoi ça sert, elle sait ce qu'est la RSE à peu près, elle a déjà vu des choses dessus, donc elle va éventuellement chercher à comprendre. C'est pas tout le monde tout le temps, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des moments, ça va dépendre de la charge de travail, c'est comme partout, mais c'est plus facile, c'est plus simple. Cette communauté, pour donner quelques chiffres, elle marche plutôt bien. On est 1300 collaborateurs au PMU. Et il y a 300 membres inscrits sur la communauté et environ une cinquantaine de membres postant au moins une fois par mois, quel que soit le type de poste, que ce soit proposé, que ce soit des réactions, du partage d'informations. Enfin, voilà. C'est une communauté qui vit plutôt bien pour nous. Dans notre écosystème, c'est plutôt pas mal. Mais pareil, ça doit s'entretenir au quotidien parce que sinon, ça décroît extrêmement rapidement. Voilà, c'est quelques exemples pour vous montrer que la co-construction, ça marche bien. C'est nécessaire, pas forcément suffisant, que le soutien, il est extrêmement important de la part du top management. Et là où on arrive, c'est le management de proximité. C'est là où on a encore beaucoup de travail en interne. C'est là où c'est complexe parce que à l'heure actuelle, ils ne sont pas autant impliqués qu'ils le devraient, voire qu'ils le souhaiteraient. Et tout notre travail des années à venir va aussi en interne va se baser sur eux. Et sur entretenir la démarche, parce que là, je vous ai parlé pas mal 2015-2018, en 2019, on sent quand même une certaine érosion de tout ce qu'on a lancé depuis 4-5 ans. C'est normal, c'est rentrer dans les mœurs, c'est des choses acquises, maintenant il faut des choses en plus. C'est comme pour tout, ça s'entretient. L'idée là, pour 2020, c'est vraiment de redonner du sens à la démarche, qui est structurée, qui est cohérente, mais voilà, l'entretenir, redonner du sens aussi à l'activité de l'entreprise, à la vision de l'entreprise. On est, sans m'étendre sur ce sujet, comme toutes les entreprises, dans une phase de réorganisation, ça arrive dans la vie d'une entreprise, ce qui implique potentiellement beaucoup de questions de la part des collaborateurs, beaucoup de questionnements sur l'avenir, sur la vision, sur là où on va. Et on a au plus haut niveau de l'entreprise la volonté de répondre à ces questions, de rassurer quelque part et de remettre de la dynamique
au niveau des collaborateurs. Et on estime que tous ces sujets de RSE, notamment ces logiques de lien social sur lesquelles on veut aller, d'implication des collaborateurs, ça permettra justement de soutenir cette démonstration de la nouvelle vision de l'entreprise, de ce besoin de sens, et que ça permettra aussi de fédérer en interne, globalement. Et sans dévoiler ta feuille de route, des idées de moyens associés pour y parvenir? On travaille dessus pour l'instant, hein. Il y a vraiment, comme je vous ai dit, une application du management de proximité. Donc je ne vais pas vous dire comment on va faire tout de suite parce que je ne le sais pas forcément, mais ça passera par là. Il y a aussi travaillé beaucoup plus qu'actuellement sur ces sujets sur l'ensemble des sites de l'entreprise. On a un siège, des sites centraux parisiens, mais on a surtout un réseau d'agences commerciales partout en France et dans les DOM. Et malheureusement, on peut les considérer comme un peu les laissés pour compte de ces sujets, volontairement ou involontairement. Donc il faut travailler sur ça aussi, en fait. Encore une fois, en termes de communication, arriver à sortir des sentiers battus. Un exemple que l'on tire de la communication sur tout ce qui est problématique d'addiction dans les points de vente, c'est être simple et pragmatique. C'est-à-dire que moi, les grands discours, c'est nécessaire à un certain niveau de l'entreprise. La promesse, elle est nécessaire pour savoir où on va, mais ce n'est pas forcément ce que le collaborateur en interne ou le parieur en externe, il va entendre. Lui, il ne réagira pas par rapport à ça, il va réagir par rapport à des preuves, par rapport à des propositions d'action, par rapport à des idées et à leur mise en place. Donc on va essayer en termes de com d'être extrêmement pragmatique, voilà, et d'être pertinent dans ce qu'on dit, quitte à en dire peut-être moins ou moins souvent, parce que le trop souvent, il ne marche pas forcément. En fait, si on est noyé, ça ne sert à rien de communiquer en criant très fort. Il vaut mieux dire la chose pertinente au bon moment. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Merci. Alors, j'espère qu'on pourra balayer toutes les questions. Mais au minima, je vais les prendre dans l'ordre de toute façon. Je pense qu'elles doivent suivre le fil du déroulé. Alors, qui prend la réponse? Qui veut prendre la réponse? C'est ça que je voulais dire. Xavier nous demande, en dehors de la formation, quelles autres actions peuvent participer à ancrer la RSE dans l'entreprise? La labellisation est-elle l'un des outils possibles? C'est à nous de répondre, je crois. Moi, je veux bien prendre sur la labellisation pour partager un vécu, en fait. Alors, historiquement, je suis vraiment pas du tout pro label et pro certif, mais c'est vraiment très personnel. Et je suis tombé dedans en 2015 quand le label Bicorp est arrivé en France. Et donc le label a été donc importé des États-Unis et porté par nos confrères d'Utopie qui très habilement se sont dit on va appeler les copains qui sont dans le conseil, parce que les copains qui sont dans le conseil, ils ont aussi pas mal de clients et on va pouvoir réussir à essaimer cette démarche. Donc Benjamin Hainaut, qui est un des associés d'Utopie, m'a appelé pour m'en parler et en creusant le sujet, j'ai vraiment bien accroché et donc on a décidé de se lancer. Tout ça pour dire qu'en fait l'une de mes principales surprises et principaux étonnements très positif, c'est de voir le sens que ça a pu donner dans l'entreprise, parce qu'on a commencé à parler d'entreprise à impact, sans forcément parler d'entreprise à mission, mais vraiment de contribution, à quoi on sert, comment on le fait. Je ne vous cache pas que ça nous a aidé aussi. Alors à l'époque, on devait être une dizaine de personnes, on en est 2,5 fois plus aujourd'hui. Ça nous a aidé beaucoup à structurer des choses qui étaient pas du tout structurées ou qui étaient aussi complètement inexistantes. Et ça donnait beaucoup d'adhésion en interne, je trouvais. Donc pour le coup, oui, la labellisation de ce type nous a beaucoup aidé chez Ecodev.
Et là où je te rejoins, c'est la vertu de la labellisation, au-delà de ceux qui voudraient l'utiliser comme un affichage, c'est que c'est pas juste, nous aussi des Enjeux des Hommes, on est certifié Bicorp, c'est qu'on s'engage à progresser et agir, et si jamais on n'a pas progressé sur un certain nombre de sujets, on doit le justifier. Un peu comme quand je fais ma DPEF et que je dois justifier, je dois expliquer sur quel point j'ai progressé ou pas. Et si je n'ai pas progressé, je dois le justifier. Donc ça, c'est la vertu, c'est qu'il y a un effet de cliquer où je suis contraint d'avancer. Alors après, je crois que la question, si j'ai bien compris, de Mathieu, je crois que j'ai oublié le prénom. Xavier, pardon. C'était peut-être plus au focus. Où est Xavier sur le collaborateur. Oui. Comment est-ce que lui, parce que c'est vrai que l'assertif, ça peut être un peu au-dessus ou faire bosser certains collaborateurs seulement. On l'a peut-être pas suffisamment dit clairement, mais l'enjeu, c'est vraiment d'embarquer dès le début. Donc ça veut dire qu'idéalement, mon candidat, quand il passe les entretiens de recrutement, il faut idéalement lui parler de RSE. Voilà. Il faut lui expliquer que dans les valeurs, si elles existent, de l'entreprise et dans les plans d'action, dans les priorités, on a ce sujet de RSE. Il faut qu'il ait cette information. Dans son parcours d'intégration ensuite, une fois il faut qu'on puisse avoir un module spécifique qui traite de RSE. Et ça se met en place dans certains grands groupes et ça a une véritable vertu. Et puis ensuite, idéalement, faut qu'on lui explique de quoi on parle. On ne dit pas là que les actions d'information, de sensibilisation sont inutiles. On dit juste dans les chiffres que les moyens utilisés sont inefficaces. Donc continuer ces actions d'information, mais peut-être revoir les modalités. Indéniablement, il faut faire de la formation parce que les gens ne savent pas de quoi on parle. Et puis, le vrai point de bascule, ça va être l'intégration dans mon métier. C'est ça le cœur, en fait, on touche au cœur. Et donc, il faut en parler dans mon entretien annuel d'évaluation. Et il faut qu'avant, je puisse, pour me positionner et bien ajuster et dire des choses qui sont en cohérence avec ce que je vis, il faut avoir fait ce travail d'identification des modalités vraiment bien précises d'action qui sont pertinentes pour mon métier. Voilà. Et normalement, si on fait tout ça, ça tient la route. Ouais. Une question à $1 million. Comment mobiliser une direction qui n'a pas cette sensibilité? La réponse coûte très cher. Hein. Je vais prendre une partie de la réponse. J'ai commenté d'ailleurs tout à l'heure une des slides où on voyait aujourd'hui que selon les salariés d'entreprise, c'était tout en bas, seulement 12% des directions générales n'ont pas pris conscience du sujet. Donc je pense que c'est un cheminement qui se fait naturellement. Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup moins ce genre de retour aujourd'hui, ce qui ne répond pas du tout à la question, mais au moins naturellement ça chemine. Les chefs d'entreprise sont quand même des gens qui sont assez bien sensés et qui voient que ça bouge autour d'eux. Peut-être jouer la comparaison, montrer ce qui se passe à côté. Une petite anecdote, on travaille beaucoup avec un grand groupe de la restauration, de retail en restaurant. Et la mayonnaise n'avait jamais été ne prenait jamais trop, et on a réussi à déclencher un moment inspirant entre le directeur général et Maxime de Rostolan. Je ne sais pas si vous connaissez Maxime, qui a créé Ferme d'Avenir, qui est un vrai militant autour de l'agroécologie, de l'alimentation. Il a fait un tour du monde autour de l'eau, etc. Et ce déjeuner était assez lunaire, parce que vous avez PDG qui pèse quelques milliards, et puis Maxime en face, et Maxime parle beaucoup. Et donc, pendant 1 heure, il a raconté toute l'histoire à cette personne qui lui a pas coupé la parole à une seule fois. Et j'ai l'impression que ça a changé quelque chose, et depuis, ça a beaucoup embrayé. Et je trouvais ça assez fort comme... Ouais, complètement. Je te rejoins complètement. Dans ce qu'on a pu faire, nous, chez Des Enjeux des Hommes, c'est arriver à, là où il y a de la fermeture, à une absence de prise de conscience, arriver à ouvrir. Et donc, soit en organisant des séminaires spécifiques où on se met au vert et on fait venir des speakers inspirants. Si on a moins de moyens, lui pousser des articles, des livres avant l'été, avant les congés. Voilà. Donc, ça peut être une manière de lui montrer qu'il se passe autre chose et des choses très intéressantes ailleurs. Ce qui marche bien,
c'est aussi lui montrer ce que font les concurrents. Ça peut fonctionner. Dans certains cas, faire un benchmark assez détaillé, assez poussé, de tiens, regarde, par rapport à nos concurrents, ils sont tous positionnés, ils sont tous à tel niveau, nous on est là. Voilà, donc ça peut être quelque chose qui peut le faire bouger, qui peut se dire, ah oui, tiens, il y a peut-être quelque chose à actionner. Et puis enfin, sur le directeur général, ce qui peut fonctionner aussi, et ce qui a fonctionné dans quelques entreprises qu'on a accompagnées, c'est lui montrer à quel point ses collaborateurs ont envie d'agir. Et quand on mène une enquête auprès des collaborateurs en demandant à quel point vous voulez agir, sur quelle modalité, etc., les questions peuvent être plus ou moins détaillées. Mais bien souvent, c'est assez en lien avec les enseignements qu'on a pu vous présenter là, on a une véritable appétence, un véritable intérêt pour ce sujet. Et quand on parle aujourd'hui de marque employeur, de rétention des collaborateurs, etc., là, ça accroche, ça peut faire tilt dans la tête de certains patrons. J'avais aussi fait mon mémoire de fin d'études sur comment les individus peuvent influencer les stratégies RSE de leurs entreprises. Et en fait, ça peut paraître assez utopiste de dire ça, mais je pense qu'au-delà de toucher la direction générale et l'EDG, c'est toucher l'individu et le sensibiliser à tous les enjeux qui nous entourent. Et voilà, peut-être que ça peut paraître utopiste, mais c'est ce que j'avais découvert au fil de mes recherches, c'est que les individus qui sont sensibilisés dans leur sphère personnelle vont aussi avoir beaucoup plus envie de s'impliquer dans l'entreprise et de changer les choses. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, j'avais des statistiques sur les directions générales et qui montraient qu'en fait, plus les gens étaient sensibilisés dans leur sphère individuelle, plus les stratégies RSE étaient intégrées à l'entreprise et étaient importantes. Donc, voilà. Ça me fait penser à... Ça remonte il y a quelques années déjà, mais c'est chez Danone à l'époque. Donc, ce n'était pas du tout Emmanuel Faber et la démarche était plutôt en phase d'amorçage. Et pour toucher le CODIR, la com avait secrètement interviewé les enfants du CODIR et lors d'un grand comité de direction avaient été projetées des petites vidéos des enfants qui expliquaient à leurs parents qu'eux attendaient à ce qu'ils s'engagent pour la planète, leur futur, etc. Et ça avait eu un impact très, très, très fort. On a un client aussi d'ailleurs qui a eu une prise de conscience en regardant Maya l'abeille avec sa fille. Je vais fusionner deux questions qui sont sur des aspects plus statistiques, notamment générationnels, donc génération Z et millennials, et millennials, pardon. Et le deuxième était sur les catégories socio-professionnelles. Donc, est-ce qu'on a pu noter à travers non, pas sur le panel, mais sur les résultats de l'enquête, est-ce qu'on a des différences notables entre ces profils ? Malheureusement, non. On s'attendait à une véritable explosion, il y a un engouement fort, très fort, marqué des jeunes. Et malheureusement, non. Les seules fois où on avait un véritable écart statistique, on l'a précisé, on l'a souligné. Et donc, c'est notamment pour la RSE demain. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel ? Est-ce que ça va se développer ? Là, on a un vrai delta pour les jeunes. La question de la raison d'être, pas vraiment, ils ne se démarquent pas. Sur la connaissance du sujet de la RSE, là c'est un petit peu plus fort chez eux. Mais finalement, sur l'ensemble, la majorité des questions, il n'y a pas de vrai delta à observer pour cette population. Je crois qu'on notait la différence à partir de 3 points. Voilà, et finalement, c'était assez rare de retrouver cette différence, en tout cas au fil du baromètre. Ce qu'on peut retenir, c'est que les managers, en général, se distinguent, puisqu'ils sont en moyenne à 5 points ou 10 points au-delà de la moyenne, dans la compréhension des sujets, dans le fait de l'intégrer, c'est important. Enfin, voilà. On a un véritable delta, mais les jeunes, c'est pas le cas. On ne l'observe pas aujourd'hui, en tout cas. Une question qui va te plaire, je pense. Comment faire une vraie formation RSE si les personnes ne s'intéressent pas à la RSE ? L'âne qui n'a pas soif. Dans les personnes... Alors, qui a posé cette question ? C'est Anonymous. Donc là, c'est dans ton entreprise, pardon, je me permets de tutoyer Candice parce qu'on se connaît, dans ton entreprise, des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la RSE, au sujet. Ouais.
C'est des représentations, des croyances. Bah, moi, ce que je te répondrais classiquement, là, c'est leur montrer quel intérêt, quel intérêt ils ont à travailler ces sujets. Donc c'est vraiment se centrer sur eux. Et ça veut dire que avant de démarrer la formation, il faut que tu recueilles leurs attentes. C'est un truc classique, hein, que tu fais quand tu organises une formation. Recueillir leurs attentes, voilà, par rapport à cette thématique. C'est quoi que vous ressortiriez de la journée qu'est-ce qui vous ferait ressortir de la journée en vous disant que vous avez passé une bonne journée, que vous avez appris quelque chose, que ça a eu un véritable intérêt. Donc les questionner sur leurs attentes et construire tout ton cycle de formation en répondant au mieux à leurs attentes, en leur montrant que ça peut véritablement avoir un plus et un bénéfice pour leur day-to-day, dans leur quotidien. Et puis ne pas hésiter à aller chercher des inspirations de ce qui se fait à l'extérieur pour un peu les ouvrir sur le monde extérieur. Je peux juste apporter mon expérience personnelle. Donc Mireille Germain, responsable RSE du groupe Crédit du Nord. À défaut d'avoir pu faire une formation classique, en fait, moi j'ai fait un quiz RSE qui a été envoyé à l'ensemble des collaborateurs du groupe, donc soit plus 8500 salariés, avec un challenge à la fin. Et c'était plus pour leur demander ce qu'ils savaient, ce qu'on faisait en fait comme action RSE. Donc il y avait une vingtaine de questions et puis à la fin, les meilleurs gagnaient un petit lot. L'idée c'était, alors j'avais fait un quiz niveau débutant, les personnes qui sont vraiment qui viennent d'intégrer l'entreprise ou qui connaissent pas grand chose à RSE. Je voulais faire aussi un niveau expert dans un deuxième temps sur des questions un peu plus techniques, ardues, réglementaires. J'ai pas eu le temps, mais voilà, ça fait partie des choses. Et puis indépendamment parce que nous la formation c'est quand même la priorité c'est le réglementaire. Et donc, on n'a pas de budget faire la formation RSE qui est encore considérée comme la communication. Ouais, c'est ça. Enfin, on n'est pas obligé. Donc, on ne peut pas solliciter non plus les collaborateurs sur plein de formations. Déjà, ils passent beaucoup de temps en e-learning et voilà. Donc, il faut arbitrer. Profitant pour poser ta question à Judy Kael sur la dimension, la structuration de l'équipe RSE. Oui. Je me fais censurer par Thomas. Il est parti. Oui, il est parti. Ouais. J'ai retenu 1700 collaborateurs. Combien d'accord. Savoir, savoir du coup au niveau de la RSE, il est tout seul ou pas? Oui, il est tout seul. Alors plutôt sur il s'appuie sur des relais en interne, mais en termes d'équipe avec une casquette RSE, je dis qu'elle est seule. On va prendre peut-être une ou deux dernières questions. De la sémantique. N'est-il pas temps de renommer la RSE en direction du développement durable pour désenclaver la fonction et la rendre plus en phase avec la société civile? Oui, arrêtons de jargonner dans le monde de la RSE. Faisons des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus imbriquées avec les quotidiens. Oui, je te rejoins complètement. Après, est-ce que c'est le mot développement durable Est-ce que c'est le bon terme? C'est un autre sujet. Oui. Complètement. Oui. C'est vrai. Oui. Bien qu'il englobe tous les sujets, mais il est vraiment sous le prisme de l'environnement. Clairement. Mais c'est un vrai sujet, parce que je sais qu'il y a encore des travaux à la plateforme RSE qui datent il n'y a pas très longtemps sur comment est-ce qu'on doit nommer la chose. C'est un vrai sujet. Pour la RSE, pour justement impliquer plus les entreprises et chaque acteur, il y avait le développement durable qui a donné la RSE. Après, on a eu justement les agendas 21 pour les collectivités en France. Et puis, on a eu la RSO qui devait responsabilité sociétale des organisations pour couvrir l'ensemble des sujets. Peut-être qu'il faut trouver une nouvelle terminologie, mais les terminologies, c'est bien. Ce qui est important, c'est l'action et de se rassembler derrière un sujet qui regroupe toutes ces valeurs et ses fondements. Aujourd'hui, il y a un autre sujet qui pourrait se rassembler aussi derrière la RSE, c'est l'économie circulaire. Donc, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas tout mélanger, mais en même temps, tous contribuent au développement durable. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je suis assez orienté impact, mission, à quoi on sert. C'est vraiment de donner cette vision. Après, les mots restent les mots, mais quand on sait pourquoi on a envie de faire quelque chose, ça aide déjà à savoir comment on y va.
Et en y intégrant toutes ces notions de responsabilité, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet. Ce que font certaines entreprises, c'est qu'elles décident de donner un nom à leur démarche RSE en interne. Donc là, il y a une véritable incarnation et ce nom, il doit être souvent accompagné d'éléments d'explication sur ce que ça comprend. Donc ça peut être une manière d'expliquer, de faire plus de pédagogie sur ce que comprennent les différents, ce que comprend le développement durable et quels sont les différents enjeux qui sont intégrés. Et puis après, se pose la question de la raison d'être et des sociétés à mission, parce que là, on rajoute, on rajoute un nouvel étage. Et donc, tout le travail, c'est d'amener de la cohérence entre la raison d'être, les indicateurs éventuels de la raison d'être, les axes d'engagement d'une démarche RSE. Voilà, comment est-ce que tout ça se raconte de manière très simple aux collaborateurs et en externe. On arrive à l'heure butoir. Merci beaucoup aussi à ceux qui ont contribué, non pas en posant des questions, mais en nous disant vous aurez pu poser ci ou ça, et dans cette réponse, vous aurez pu intégrer ça. Donc merci beaucoup, on tiendra considération de toutes ces remarques. Et donc on vous dit à très bientôt. Si vous avez apprécié la matinée, que vous voulez en communiquer et donner l'occasion à d'autres personnes de venir, on sera au rendez-vous ce soir chez Des Enjeux et des Hommes, au 3 rue du Louvre, à 18h30. Merci.